Pour ce dernier épisode de l'année, j'ai rendez-vous dans les locaux de TF1 pour retrouver celle qui présente la quotidienne de la Star Academy, mais aussi l'after du Prime avec Nikos Aliagas. Il s'agit de Karima Charny. Et après avoir été propulsée un peu par hasard sur le devant de la scène il y a 20 ans, Karima en a fait du chemin et bien loin de la chanson. On la retrouve tout de suite au micro des Déclics. Bonjour Karima. Bonjour. Je suis vraiment heureuse de clôturer cette saison des Déclics avec toi. Je suis flattée. Comment vas-tu pour commencer ? Plutôt bien. On est en pleine saison de la Star Academy 2024. Ouais. Ça se passe plutôt bien, donc je suis assez heureuse. Tu es très occupée, j'imagine. Occupée. Légèrement. Pas très. Occupée. Ça va. Alors j'aime bien commencer ce podcast par une question que je pose à chaque fois, qui est comment tu te sens vis-à-vis de l'exercice du podcast ? Est-ce que tu es plus à l'aise face à une caméra ou tu aimes bien l'intimité de pas forcément avoir cette pression de savoir à quoi tu ressembles, comme là c'est le cas sur ce podcast ? Je crois que je suis une vraie fille de ma génération, une vraie femme de ma génération. Et j'adore l'exercice du podcast. J'adore les voix, j'adore la radio aussi, où par moments on ne fait passer que des émotions par la voix. Je trouve ça très intéressant. Mais mon télé, pour vous dire comment déjà j'ai switché. Ouais. Mon métier, c'est être animatrice de télévision, donc j'aime autant le micro seul que la caméra. Super. On va revenir ensemble sur ta carrière, et surtout ce qui a précédé en fait tes débuts. Pour ceux qui nous écoutent, Karima, il faut savoir qu'avant d'être contactée pour la saison 4 de la Starac, tu sortais d'un bac audiovisuel et tu faisais un BTS en fait audiovisuel. Oui, option cinéma. Alors BTS audiovisuel, option production. Option production. Et donc, ils sont venus te chercher donc, dans une soirée... Dans un karaoké. Faut dire la vérité. Hein. On peut dire qu'ils se sont pas trompés, c'est fou quand même. Oui, j'ai une gentille casteuse que je vois toujours, qui s'appelle Valérie, j'en profite pour l'embrasser et la saluer, qui un jour, c'était lors de la soirée d'anniversaire de ma grande sœur, elle voulait pas le fêter, on s'est dit, on est 3 filles dans ma famille, on est 3 sœurs, on s'est dit, allez, on va aller au moins faire un karaoké, histoire de rigoler, histoire de célébrer l'instant, le moment, et ce petit ange venu de nulle part, Valérie, m'a approché en me disant, est-ce que ça te dit de faire la Starac ? Donc on a rigolé avec mes sœurs, elle a laissé un numéro de téléphone en disant que c'était sérieux, et le lendemain, avec mes sœurs, on a téléphoné, et là on a entendu un démol bonjour. Et tout a commencé comme ça. Et comment t'as réagi ? Tu t'es dit... J'ai raccroché. J'ai raccroché quand j'ai entendu en démol bonjour en disant oh là là, c'est vrai. Finalement, c'est vrai. Ouais. On a rappelé, on a repris ses esprits, on a rappelé et après, l'aventure a débuté. Les castings, du moins, ont débuté. Ouais, les premiers castings. Mais effectivement, j'étais en plein dans mes études de BTS audiovisuel. Alors, à ce moment-là. Est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà un tempérament qui voulait prendre la lumière, en tout cas qui était attiré par justement tout ce... Non, au contraire, c'est pour ça que je te précisais production, option production. C'est vrai. Moi, j'étais, je pensais être née, faite pour être dans l'ombre, pour mettre des autres personnes dans la lumière. Mais finalement, je pense que je me suis pas trop trompée dans ma finalité, puisqu'à l'heure actuelle, alors effectivement, je suis devant les caméras, je suis dans la lumière, mais mon travail, en tout cas la manière dont moi je le vis, c'est de mettre les autres, de faire briller les autres. Donc, je me suis pas trop trompée. Et tu t'imaginais pas que ça pouvait être toi aussi la plus-value, le talent, ce que tu es, ce que tu dégages ? À 18 ans, je m'imaginais pas que c'était un vrai métier. Je pensais que les gens de l'info avaient un vrai métier, pas ceux du divertissement quand je les voyais à la télévision. J'avais aucune connaissance du milieu, j'avais aucune connaissance aussi de personnes qui travaillaient dans ce milieu. Donc moi, je me suis faite ma culture de mon côté devant mon écran de télé. Donc c'est pour ça que j'ai aussi fait des études dans ce sens-là, parce que je voulais vraiment découvrir beaucoup plus. Donc le 1er octobre, je sais pas si tu te rappelles de cette date du 1er octobre 2004. C'est quand je sors, je crois. Exactement. C'est pas le 2 octobre que je sors ? C'est le 1er. C'est le 1er. Ouais, j'ai fait mes recherches. Donc tu es éliminée de l'émission. Et tu sors du château et t'es accroché au bras de Nikos quand tu arpentes les allées. Tu arpentes les allées, exactement. Et tu découvres la folie dehors, en fait. T'as 19 ans. Est-ce que là, tu te prends pas un peu un immeuble sur la tête à te dire, mais tout le monde me connaît dehors, on m'attend en bas de l'hôtel, qu'est-ce qui se passe, quoi ? On n'a pas compris. Enfin, on comprenait... Enfin, encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre et à entendre. En fait, le 3 septembre 2004, tu entres dans cette émission, t'es Karima, t'as 19 ans, tu viens de Reims, tu fais tes études, et tu ressors un mois tout pile plus tard. Oui, tout le monde connaît ton visage, ton prénom. C'est assez troublant, mais tu te demandes aussi, est-ce qu'il m'aime bien ? Et aussi, qu'est-ce qui va m'arriver à partir de maintenant ?
C'est ça aussi la question. C'est, t'as participé à cette émission. Moi, j'ai participé à la 4e édition. Donc, j'ai eu le temps de voir la saison 1, la saison 2, la saison 3 pour savoir ce qui se passait. Les premiers sortants, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les plateformes de streaming et autres pour, c'était moins pour brutal, te différencier, etc. Non, même pour te différencier dans ton travail. Oui. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver? Je sors en 4e ou 5e position de l'émission. Qu'est-ce que je vais devenir? Et tu vas découvrir ton métier. Est-ce qu'avec du recul, tu trouves que tu avais les armes à l'époque pour supporter tout ça? Ou est-ce que c'est que l'accompagnement a été bien fait? Comment tu te sentais, toi, face à ce chamboulement? Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu peur? J'ai eu peur de la notoriété. Moi, j'ai jamais fait ce métier, et toujours à l'heure actuelle, pour être connue. Je ne fais pas ce métier pour être connue. Je le fais parce que c'est mon épanouissement, parce que j'aime terriblement ce que je fais. Mais j'avais plus peur de la notoriété. Mais en revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai toujours été extrêmement bien entourée. Alors peut-être que j'ai ce don qui fait que je m'entoure toujours de bonnes personnes. Bon, vous me direz, il y a mes sœurs dans le lot. Oui. Dans mon entourage professionnel. Donc ça aide aussi. Le cordon de sécurité autour de toi. Exactement, ça je l'avoue. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très très bien entourée. Donc voilà, j'ai toujours été bien guidée. C'est ce que j'essaie aussi de donner aux petits de maintenant. Parce que maintenant, c'est moi qui accompagne la nouvelle génération. Donc, même quand on est à l'extérieur, j'essaie aussi de les aider comme moi, j'ai eu la chance d'être bien aidée. Est-ce que parfois, justement, tu fais un transfert en les regardant, en se disant, là, il ne faut pas la laisser toute seule? Je pense que non, jamais. Aucun transfert. Aucun transfert parce que c'est leur histoire. Chacun se crée sa propre histoire. Chacun est le Léonard de Vinci de sa propre peinture. C'est à eux de faire les choses. Je ne dois pas les guider dans ce sens-là. En revanche, s'ils ont des questions, j'y répondrai. Et je serai là pour y répondre. Comme d'autres ont été là à l'époque pour moi et répondaient à toutes mes questions. Alors justement, on va retourner en 2004. Je vais te faire écouter un extrait de toi. Donc on est en septembre. Tu es nominée et tu confies ceci au confessionnal quand on te demande de quoi tu as peur. Il faudrait peut-être que je me prenne au sérieux si on veut me prendre au sérieux. Et tout ça passe d'abord par mon sourire. C'est-à-dire que je souris tout le temps. Je pense que c'est juste une attitude. C'est comme quand je touche mes cheveux, quand je suis comme ça, ou bien quand je me mange les lèvres. C'est quand je suis pas totalement à l'aise et quand j'ai un petit peu peur de ce qu'on pourrait dire sur moi. Voilà. Petite bichette, je t'aime, petite bichette. Et tu as 19 ans et tu dis je souris beaucoup parce que j'ai peur de ce qu'on peut dire sur moi. Et surtout, tu dis si je veux qu'on prenne au sérieux, il faut que je me prenne au sérieux. Où t'en es aujourd'hui du regard que t'as sur toi et qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça surtout? J'ai un recul de 20 ans déjà. J'en ai vécu. J'ai vécu beaucoup de choses depuis ce moment-là que j'avais jamais réécouté. Waouh. Ça fait bizarre. J'ai envie de lui faire un câlin à cette petite, en fait. J'ai envie de lui dire que tout va bien se passer, qu'il faut qu'elle prenne confiance en elle. Moi, quand je suis arrivée à la Starac, j'avais très très peu d'expérience sur rien. Je voulais pas réellement être chanteuse. Moi, j'ai saisi l'opportunité qui s'est présentée à moi. Je crois que je voulais être chanteuse comme toutes les petites filles rêvent d'être princesse ou enfin je dis n'importe quoi mais un petit peu cliché, mais je rêvais d'être chanteuse mais c'était pas le métier que je voulais faire. J'ai juste on m'a offert cette opportunité de participer à la Starac, je l'ai saisie. Mais en fait j'ai envie de lui dire que tout va bien se passer, que tu vas travailler, que tu vas te prendre au sérieux dans le sens positif du terme. Pas tu vas te la raconter, mais tu vas te prendre au sérieux et on te prendra également au sérieux parce que tu vas te rendre compte que ton métier est extrêmement sérieux et qu'il y a certaines responsabilités qui incombent à ton métier et que tu vas bien les endosser. Je crois, en tout cas, en toute modestie. Mais j'ai beaucoup d'affection pour la petite que j'étais. On te sent terrifiée un peu à ce moment-là. Ouais, parce qu'en fait... j'ai eu un petit truc quand j'étais à la Starac, mais que j'ai eu aussi dans mon parcours d'animatrice. C'est que moi, je suis une fille qui sourit tout le temps. Par exemple, je suis une fille qui joue au poker. Et au poker, on se dit toujours que les personnes comme moi sont des fiches, c'est-à-dire des poissons qu'on va aller attraper. Pourquoi ? Parce que je souris tout le temps. Mais mon sourire ne veut pas dire que c'est de la naïveté ou de la gentillesse mal placée, tout mignonne, un petit peu bête sur les bords. Non, je souris tout le temps parce que je trouve que la vie est magnifique. Il s'est passé 20 ans entre cette petite fille que vous avez entendue et la femme, je pense, que je suis devenue. Il s'en est passé des choses. J'ai perdu des gens. Quand tu vis des moments durs, ça te prépare aussi à d'autres choses. Donc tu changes aussi dans ton caractère. Je me suis endurcie par ce métier, par la vie, par ma vie privée, par tout ça. Donc mon sourire, c'est juste parce que je suis reconnaissante d'être en vie, je suis reconnaissante d'être en bonne santé, que mes proches le soient également, d'avoir un toit sur ma tête. Je suis reconnaissante de tout. Donc oui, j'ai un sourire, mais mon sourire n'est
ne représente pas de la naïveté. C'est juste une reconnaissance. Et puis, je vais pas tirer la gueule face à des gens que je croise qui ne m'ont rien fait. Je vais leur sourire en retour. Mais il y a une grosse différence entre la petite qui se cachait derrière son sourire et le sourire que j'offre à l'heure actuelle. J'espère que je suis claire parce que là, je suis en train de partir dans une psychothérapie avec ton podcast. Non, mais c'est tout à ton honneur, c'est très clair. Mais il y a un passage justement de cet extrait que je t'ai fait écouter. Et j'ai regardé toutes les quotidiennes où tu étais dedans, c'est pas compliqué. Donc celle-ci, c'est celle que je ne les ai jamais vues. Ouais, c'est assez dur de les retrouver, je vais pas te mentir. Je n'ai jamais vu les quotidiennes de mon époque, ouais. Mais tu dis, j'ai tout le temps peur de ce qu'on peut dire de moi. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel tu as avancé? Il y a des femmes ou des personnes, ça les suit toute leur vie. T'en es où, toi, de ça? J'ai avancé, mais je n'ai pas terminé mon travail là-dessus. On est dans un métier public, on est constamment jugé. Maintenant, il y a un truc génial qui s'appelle les réseaux sociaux. C'est encore pire. Donc c'est compliqué. Donc je fais hyper gaffe à ma santé mentale. Donc je fais hyper attention sur les réseaux. Par exemple, je regarde pas trop ce qui s'écrit et ce qui se dit sur moi. C'est pour ça que par moment, je mets beaucoup de temps à répondre aux gens, même gentils, qui me mettent des messages parce que je fais hyper. Et d'ailleurs, je conseille à tous de faire très attention à sa santé mentale. C'est quelque chose qui est pour moi. Alors c'est devenu maintenant très tendance de parler de santé mentale. Moi, j'ai toujours fait attention parce que, comme on se le disait il y a quelques instants, je suis devenue connue du jour au lendemain en faisant pas grand chose. Je faisais que chanter des reprises, j'avais rien donné de moi à ce moment-là. J'étais juste une candidate d'une émission et la notoriété peut te faire basculer dans un truc hyper positif comme dans un truc hyper négatif. Donc j'ai toujours fait hyper attention. Donc je travaille toujours sur le quand dira-t-on, etc. Mais maintenant, plus parce que quand j'étais petite, j'avais ça. J'avais aussi ce côté, on va pas se mentir, je m'appelle Karima Charny. Donc il y a aussi un côté, j'ai été éduquée avec le côté, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, parce que mes parents sont merveilleux. Fais pas trop de bruit quand même, fais attention. Te montre pas trop. Ouais, fais attention quand même, fais attention. Donc il y a aussi ce truc-là quand tu as les projecteurs qui viennent sur toi. C'est que bah, du coup les gens te regardent en fait, t'es archi jugé. Et bah, du coup, est-ce que là, j'étais pas en train de faire trop de bruit? Est-ce que j'étais pas en train de prendre trop de place? Aussi, il y a ça. Tu t'es freinée à un moment donné, justement, de se dire, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu enfoncer des portes et je l'ai pas fait parce que j'ai cette éducation-là. J'aurais pu être plus sérieuse pendant l'émission, pendant la Starac. J'étais très sérieuse, mais j'aurais pu l'être encore plus. Si ça avait été le vrai métier que j'avais eu envie d'exercer, je l'aurais été. Parce que dès que j'ai vu faire Nikos, j'ai compris que c'était ça qui allait m'arriver. J'ai compris. Et en revanche, je sais pas si t'en as, mais en revanche, dès que j'ai commencé à faire mon métier d'animatrice quelques mois plus tard, après être sortie de cette émission, j'ai tout pris au sérieux. Et là, je ne m'excusais plus d'être à ma place. Ouais. À partir du moment où j'avais ma bonne place, je me suis plus excusée. Donc, t'as pas eu de doute à partir du moment où tu as trouvé ce qui te plaisait, en fait, t'avais plus envie de t'excuser d'être là, quoi. Non. Et je travaillais comme une folle. Mes premiers pas en tant qu'animatrice, c'était sur les antennes de W9, sur les antennes du groupe M6, c'était chez W9. Et dès qu'on m'a donné les rênes de cette émission, je m'excusais plus. J'y étais. Et j'allais travailler de plus en plus fort, avec certains sacrifices qui incombent à certains métiers aussi, pour obtenir de plus en plus. Et de montrer à mes pairs que j'avais beau avoir fait une télé-réalité, que j'étais extrêmement sérieuse et que je me donnerais les moyens pour arriver là où je veux aller. C'est quelque chose que t'as vu, même ma voix a changé. Oui. En te disant ça. Ah, ça, c'est sûr. D'un coup, on a senti que l'enjeu de cette phrase était important. Parce que c'est important, je crois, quand t'as envie d'avoir... quand ton rêve est celui que moi, j'ai la chance de vivre, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il n'y a pas énormément de place non plus. Est-ce que tu considères que tu as eu de la chance? Oui. Parce que souvent, on dit c'est pas une question de chance. D'ailleurs, j'ai pas pris cet extrait, mais il y a un extrait où tu dis c'est pas de la chance si je suis là. Il y a un pourcentage de chance et un énorme pourcentage de travail. Mais il y a quand même le soir où j'ai rencontré les gens qui ont fait que j'ai passé les castings pour arriver sur W9. Je ne devais pas, encore une fois, comme pour l'histoire du karaoké, pour la Star Academy, je ne devais pas être là ce soir-là. Et le destin, ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, j'ai été là à cet endroit-là pour rencontrer cette personne qui a fait que j'ai passé les castings. Donc c'est ça pour moi le pourcentage de chance. Après le travail qui va derrière, le bon 70-80%,
il y a pas eu de chance. Ouais. J'ai été bosser. J'ai été bosser et je sais pas si on va en reparler, mais j'ai fait de tout. Hein. J'ai fait du soiring, de la matinale, du machin, donc les horaires, j'ai pas... Alors justement, c'est une notion que tu dis souvent dans les différentes interviews que j'ai pu écouter, que tu as beaucoup travaillé et tu travailles beaucoup, ça se sent que tu es une acharnée du travail. J'adore ça. Voilà. Est-ce que, comment on peut l'imaginer, Karima, qui travaille? Est-ce que moi bêtement, je me suis imaginé que tu t'entraînais devant ton miroir à changer des détails ou dans ton langage corporel, je sais pas, ça ressemble à quoi justement ce travail qui fait la différence? Il y a là tout ce qui est culture déjà, tout rattrapé. Culturellement parlant, moi j'avais une culture très ouverte sur les années 80. À partir des années 90, je maîtrisais, il fallait remonter. Parce que quand tu es journaliste culture, faut remonter. Faut que tu aies des notions... Des références. Exactement. Le cinéma aussi... c'est beaucoup de films, beaucoup de livres. Bon, alors ça, j'ai de la chance parce que j'ai toujours beaucoup lu. Mais beaucoup de films, beaucoup de livres, beaucoup de documentaires. Se renseigner sur les carrières de tes pairs aussi. Se renseigner sur les carrières des producteurs avec qui tu vas être amené à travailler. Parce que moi, j'avais envie de tout connaître, de savoir ce qu'ils avaient fait auparavant. Je vais jamais rencontrer quelqu'un si j'ai pas déjà fait son CV. Parce que c'est comme ça que... parce que je trouve ça intéressant. Pourquoi veut-il me produire moi? Pourquoi veut-elle me produire moi? Parce que beaucoup de productrices également. Qu'ont-ils fait auparavant? Ça, enfin voilà, il y a tout ça. Oui, il y a la gestuelle. Moi, j'ai commencé la télé, j'avais 19 ans. Alors, je vous parle même plus de la Star Academy, je vous parle de la télé en tant qu'animatrice. Donc, suis-je une petite fille? C'est-à-dire, est-ce que mes épaules sont rentrées? Je suis en train de faire la tortue, donc vous nous entendez, vous voyez pas, mais il faut imaginer. Gros, voilà, faut imaginer vos épaules qui rentrent. C'est, je m'excuse d'être ici. Les épaules bien en arrière, avec un petit porte de tête. Je vous dis pas de vous la raconter, mais un petit porte de tête, c'est je maîtrise mon élément, je suis là. Apprendre à maîtriser les talons, parce que je fais 1m60 et quand vous êtes en direct à Bercy, seul en train d'animer un concert et que vous faites 1m60, il y a 22 000 personnes qui sont là. Et bah oui, mais sauf que Bercy est mon territoire, c'est ma maison, c'est moi la patronne ce soir. Il y a tout un langage corporel, je trouve aussi à avoir, mais pas quelque chose qui est réellement... En fait, je suis en train de te dire que j'y fais attention, mais en fait, tout ça m'est devenu naturel. Je fais attention. Je suis pas la même. Il y a des gens qui vont vous dire, je suis la même à la télé qu'en vrai. Oui. Est-ce que toi, c'est ton cas? Non. Oui. Tu rentres dans un personnage. Je suis moi. Ouais. Je suis un bout de ma personnalité à l'antenne. Et dans la vie privée, je suis beaucoup plus réservée. Je suis moins. Tu me vois en télé, je suis hyper extravertie, machin, limite exubérante, avec qui t'as envie de rigoler. Alors dans la vraie vie, t'as aussi envie de rigoler avec moi, je te rassure. Mais oui, je suis plus réservée, je suis plus cool. J'ai pas la même mission de vie. Ouais. J'ai une mission quand j'arrive à la télé. Si c'est une émission d'interview, ça va être comme avec toi là tout de suite. On va essayer d'aller dans la confidence, on va essayer de discuter du nouvel album, du nouveau film, etc. Quand tu vas être sur un prime de la Star Academy et que tu vas raccompagner des élèves qui viennent de perdre leur meilleur pote et ils sont tous en pleurs, et ben c'est un autre côté de toi qui va venir en avant. Ça va être mon côté bienveillant que j'ai, qui n'est pas un rôle. Je suis comme ça dans la vie. Je protège mes amis, j'essaie de leur donner les bons conseils, j'essaie d'être là, j'essaie de les rassurer, j'essaie de les consoler aussi, j'essaie de les rebooster. Je le fais aussi avec mes amis dans la vie, mais je vais pas arriver en talons aiguilles avec la dernière tenue à la mode, machin. Non, je vais être beaucoup plus cool. Mais c'est marrant parce que ce côté de toi qui englobe les gens quand il se passe quelque chose ou qui les réconforte sur un moment compliqué, moi, du coup, je l'ai vu sur les quotidiennes. T'étais déjà comme ça, en fait, en 2004. T'étais déjà celle qui rassure, qui trouve les bons mots, qui console. Tu sais qui me l'a dit ? Nikos, bah oui, j'imagine. Il a dû voir, lui. Et lui, il a vu la différence entre la jeune fille d'il y a 20 ans et la femme que je suis devenue. Et il me l'a dit. Il m'a dit, t'étais déjà la bonne copine qui consolait tout le monde. C'est vrai. Et comme je te disais, je n'ai jamais revu les quotidiennes. Donc, je ne sais pas ce qui a été diffusé de moi en 2004. Donc, j'ai envie de le croire, quand même. Ah non, mais c'est même dans ton langage physique. J'espère être cette femme le plus longtemps possible. Puis je pense qu'il y a des gens qui savent faire et des gens qui savent pas faire. Oui, moi j'ai des amis qui savent pas faire et ils sont trop mignons et du coup c'est moi qui m'occupe des potes en question. C'est aussi ça, c'est que tu es douée dans ça aide. Je suis nulle en maths, faut bien que je sois douée quelque part. Karima, est-ce qu'on t'a déjà demandé de corriger quelque chose dans ton attitude, dans ta présentation, dans ta manière d'être? Est-ce qu'il y a eu des petites, on aime bien savoir les petites coulisses des animateurs sur des petites choses qu'ils ont dû changer après s'être revus ou avoir eu des retours
de ton père, on va dire? Alors pour le coup, non. Pour le coup, non, pas les gens avec qui je travaillais. Mais il y a des choses que j'entends dans ce métier. Par exemple, on peut par moments me dire que j'ai un côté femme-enfant. Ouais. Qui est vrai. T'en penses quoi, toi? Ouais, tu t'es d'accord avec ça? Quand je suis avec mes amis ou quand je suis chez moi avec ma famille, oui, je peux avoir 15 ans d'âge mental, ça va. Je vis, quoi, je rigole, je m'amuse, j'ai aucune responsabilité. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai pas d'enfant et j'ai pas de mari. Donc, je suis assez tranquille, je me gère moi et j'ai ma famille ou d'autres choses, etc. Mais ça ne regarde que moi. Oui, je peux avoir un côté femme-enfant, mais je ne comprends pas ce côté femme-enfant. Ouais. Si, en fait, si on me reproche d'être femme-enfant, c'est le côté... Tu as des moments où tu as une stature de femme très responsable et à des moments tu rigoles et t'es mignonne et machin. Pourquoi je vais le changer? La vie est déjà assez difficile pour changer les choses. Moi, j'ai fait la paix avec moi-même. Ça m'a pris des années de faire la paix avec moi-même. J'ai vu une psy, j'ai eu plein de trucs, etc. Et en fait, maintenant, je laisse plus grand monde s'approcher de moi. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, je suis entourée de professionnels qui ont confiance en moi. Donc, si tu viens me chercher, c'est pour ce que je suis. Alors, mon professionnalisme, mon côté peut-être femme-enfant, mon côté un petit peu déluré par moments où tu te dis... Des fois, je suis dans le bus et je me dis, mais les gens doivent me prendre pour une folle. Mais j'ai un côté aussi où je suis très caméléon et j'adore ça. Je peux autant parler avec un directeur du 440 qu'avec un élève qui a 18 ans. De la Starac, et j'adore ça. C'est juste, en fait, c'est pas un côté caméléon, c'est juste que je m'intéresse à autrui. C'est ça la différence, en fait. Mais non, on m'a jamais demandé de changer. Tu dis que tu as fait la paix avec toi-même et qu'on peut plus toucher cette partie-là de toi. Qu'est-ce qui avait posé problème à l'époque? C'est juste une question de manque de confiance, ou est-ce qu'on venait titiller une chose précise chez toi qui n'était pas solide? J'avais un manque de confiance énorme en moi. Je me comparais tout le temps aux autres. Tu sais, c'est compliqué. Sans aller sur un sujet trop dur et fort, mais moi, je n'avais pas de point de comparaison dans le métier avec d'autres personnes. Je suis arrivée, je fais partie des minorités visibles, comme on dit. Je suis maghrébine, j'en suis très très fière. Je suis née en France, j'en suis très très fière. J'ai mes traditions, j'ai ma vie. Mais j'avais personne, quand je regardais le milieu, où je me disais, je veux devenir comme un tel. J'avais personne qui me représentait. J'ai dû me forger toute seule, sans avoir un point de comparaison dans le métier. Et plus le temps avançait dans mon métier, et j'étais toujours toute seule, oui. Et je cherchais. Donc après, j'ai rencontré des femmes incroyables comme Leïla Kadour, qui elle est en info, mais en divertissement, j'avais pas de dodo de Karima, ou j'avais pas de Karim. Donc j'ai vite été sur j'essayais d'arriver dans ma tête, tu vois, je disais toujours, oh là là, j'adorerais quand je serais grande être une Nikos ou un Arthur, parce qu'ils ont réussi. Ils sont issus de la diversité et ils ont réussi. J'avais pas de femme. Et je rappelle que dans moi, l'époque où j'ai grandi, avec la télévision, avec cette envie de faire de la télévision, les femmes, dans les années 90-2000, étaient quand même des potiches. On leur donnait pas non plus des rôles super assis, super forts, machin et tout. Je parle pas des femmes de l'info, je parle des femmes du divertissement. Claire Chazal, etc., elles étaient déjà là, Anne Sinclair, aucun problème là-dessus. Mais dans le divertissement, fallait que tu sois jolie, fallait que tu sois belle, fallait que tu aies ce petit corps, taille 34-36. J'espère que je suis pas trop en train de me perdre, en train de vous dire toutes ces choses-là, mais je n'avais pas de point de comparaison. Et j'ai dû arriver avec... quand je te dis je me comparais aux autres, c'est que moi, mes points de comparaison, c'était des femmes, des blondes, mignonnes, machin, etc. Moi, je me suis jamais trouvée super jolie. Donc, il a fallu aussi que... voilà, j'essayais de me fondre dans le moule jusqu'à ce que je comprenne. Te fonds pas dans le moule, Karima. De toute manière, tu leur ressembleras jamais. Ouais. J'ai essayé d'être comme les autres. Je pouvais pas parce que, j'avais pas la même personnalité qu'elle, je ne venais pas du même milieu socio-culturel qu'elle, et qu'on me donnait pas les mêmes chances qu'elle, de toute manière. Donc, je me suis dit, arrête. Donc, tu as essayé quand même de te lisser. Ah oui. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait, je pense. Oui. Et je n'ai aucune honte à le dire parce que ça fait partie de mon parcours. Et ça fait partie de mon parcours. Aujourd'hui, on est en 2024, toi et moi, dans cette pièce avec nos micros, et je te dis, c'est terminé. Ouais. Donc, c'est ça, faire la paix avec toi-même. Ça faisait partie aussi de ça. Parce que tu es ça, Karima.
Et ça t'apporte tellement de belles choses d'être tout ça. T'as la chance de parler plusieurs langues. Je parle de moi, la deuxième personne. Je vais me parler, bref. Mais bon, j'ai la chance de parler plusieurs langues. J'ai la chance de pouvoir côtoyer différents milieux socioculturels. J'ai la chance d'apprendre chaque jour, d'apprendre aussi à d'autres des choses. Et j'adorerais un jour qu'il y ait des gamines qui me regardent et qui me disent on peut devenir des Karima. Tu sais, ça arrivait dans le bus il n'y a pas très très longtemps. Il y a une candidate qui a dit moi j'aimerais bien être comme Karima un jour. Et vraiment, ça m'a beaucoup émue parce que c'était la première fois que je devenais un exemple à suivre. En tout cas, moi, que j'entendais. C'est une élève qui t'a dit ça ? C'est une élève qui a dit ça. Je dirais pas son nom pour le donner, parce qu'on est en pleine émission, donc je veux pas qu'on pense que du coup, j'encourage un élève ou une élève plus qu'un autre. Mais ça m'a énormément touchée parce que pour la première fois, j'ai compris que dans les responsabilités que j'avais, peut-être que dans des chambres, que dans des maisons, que dans des trucs, il y a peut-être des petites filles qui se disent, on a un point de comparaison. Et même quand tu t'appelles Karima, tu peux réussir. Oui, tu représentes une minorité. Je ne veux pas la représenter, je ne suis pas porte-parole. Oui, c'est malgré toi, mais... Non, en revanche, si je peux donner l'opportunité à certains, à certaines de se dire que c'est possible pour nous aussi. Force, ouais. Oui, c'est possible pour nous aussi. Va falloir bosser, comme tout le monde. Mais c'est possible. Pas plus que les autres ? Peut-être plus que les autres. Je ne sais pas. Je suis pas capable de te dire. Ouais. Je n'ai pas la... Si j'avais la preuve, je te dirais. Mais je l'ai pas. Donc, je peux pas te dire ça. Karima, on recevait... beaucoup la petite. Hein. Non, mais c'est super, merci beaucoup pour ces confidences. On a reçu Laetitia Milo il y a un mois. J'adore cette femme. Oui, elle est vraiment très généreuse en tout cas. Elle fait Fort Boyard avec elle. Ah ouais. Pour son association contre l'endométriose. Ouais. Ah, on s'est donné à fond. Je crois pas qu'elle garde un bon souvenir. Oh, non, on a bien souffert. C'est ce qu'elle me disait. Elle me parlait justement d'une période où elle a essuyé beaucoup d'échecs. Elle avait des refus qui s'enchaînaient, quoi. Elle passait aucun casting et elle me disait j'ai voulu abandonner parce que j'ai douté en fait que finalement j'avais peut-être cru en un talent qui n'existait pas. Est-ce que toi t'as connu ce genre de tunnel un peu sombre où tu t'es dit mais peut-être je me suis monté un film, quoi. Celui qui vous dit non. Ouais. Franchement, on me le présente parce qu'il a une confiance en lui que j'ai envie de maîtriser. Et je crois que tout le temps, de toute façon, on est dans des métiers aussi de séduction. C'est comme les gens du cinéma et les gens de la chanson. Nous, notre métier tient entre les mains du public qui donne l'audience pour que l'émission fonctionne et tient aussi entre les mains des diffuseurs et des producteurs. Donc, à des moments, tu te dis, est-ce que je suis ce qu'on recherche ? Est-ce que... non, je pense que si tu te remets pas en question, c'est pas normal. Ouais. Et puis à un moment donné aussi, il faut pas rester sur ses acquis et sur ses lauriers. Il faut monter à chaque fois. Tu vois, moi, je me suis beaucoup amusée en 20 ans. Et ça me fait mal quand je dis 20 ans, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout est passé très vite. Si tu me disais 5 ans, je serais OK. Mais en fait, non, c'est 20. J'ai fait du divertissement, j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'info. Alors, c'était de la culture, mais sur une chaîne info. J'ai fait de la radio, Oui, t'as fait de la matinale, t'as fait du week-end, t'as fait toutes les tranches. J'ai fait toutes les tranches. J'ai fait de la libre antenne, j'ai fait tellement de choses. Donc je crois que c'est ça aussi, de savoir se réinventer et savoir ne pas rester sur ses acquis et d'essayer aussi de s'entourer des meilleurs, rencontrer des nouveaux animateurs avec qui tu peux travailler et aussi prendre le meilleur d'eux, un petit peu comme un vampire, mais pas d'une manière négative, d'apprendre. Là, j'arrête pas de prendre Nikos en exemple, c'est parce que c'est mon exemple depuis 20 ans. Arthur, c'est mon exemple aussi depuis 20 ans. Alexia Laroche-Joubert en tant que productrice, parce que c'est un de mes rêves aussi de devenir productrice, est un exemple. Maintenant, je donne ces noms-là parce que je sais que vous qui nous écoutez, vous pouvez les visualiser, mais je peux vous donner d'autres noms qui sont bien plus dans l'ombre, mais qui m'ont aussi permis de me construire professionnellement, parce que je regarde comment se font les choses. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite sur la Starac, je regardais toujours comment Nikos se comportait avec le public pendant les pauses, pendant les pubs. Ouais. Mais si tu te remets pas un petit peu beaucoup même, non, tu peux pas durer. C'est normal de passer par tous ces moments-là. Moi aussi, il y a plein de moments où je me suis dit... c'est peut-être la fin d'un joli rêve. Et puis bim, ça repart. C'est des cycles quelque part. J'ai l'impression dans cette branche de métier d'animation, il y a comme un cycle où vous passez des formats ou un type d'émission. Et puis tu as aussi un jour où tu crois en toi, et puis il y a aussi un jour, il y a un producteur ou une productrice qui va aussi beaucoup croire en toi, et ça va t'aider. Toi, tu as fait une rencontre comme ça qui a tout changé, tu penses, ou pareil, c'est une question d'opportunités qui se sont enchaînées comme un fil rouge finalement?
Bah, moi, quand tu vois que je suis de retour 20 ans plus tard sur la scène qui m'a fait médiatiquement naître, donc oui, ces rencontres-là, c'est sûr. C'est sûr que les producteurs de l'émission, l'un d'entre eux est celui de l'époque. Donc forcément, oui. Mais oui, sur mon parcours, moi, j'ai eu des directeurs d'antenne aussi. Tu sais, j'ai vécu un truc et je reviendrai pas là-dessus parce que c'est pas le moment le plus cool de ma vie. Mais j'ai eu un moment où je ne voulais plus faire de radio parce qu'il m'était arrivé quelque chose qui a fait que je ne voulais plus faire de radio. Et Nathalie André, qui est une ancienne de la Starac et qui, moi, à mon époque, était une programmatrice. Après, elle a été directrice, etc. Mais Nathalie André m'a dit, Karima, t'as une voix de radio, il faut pas que tu lâches, faut pas que tu lâches. Et à l'époque, Nathalie était sur Europe 1 et il fallait faire un remplacement. Et elle m'a fait passer les tests et j'ai refait de la radio sur Europe 1 le soir. J'avais repris tout l'été en musique sur une émission musicale. Je recevais des artistes, je faisais découvrir des chansons, etc. Et ça m'a réconciliée avec la radio. Donc là, une rencontre quand même qui te tient la main. Bien sûr. Et puis, tu as des directeurs de chaîne. Mais après, si je donne les noms, vous n'allez pas savoir qui ils sont. Non. Mais oui, moi, il y a des gens sur mon parcours qui m'ont aidé. Et puis, j'ai mes sœurs aussi qui m'ont aussi beaucoup aidé sur mon parcours aussi. On en parlera de tes sœurs plus tard, évidemment. Je rebondis juste sur Nikos. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, il faut savoir que Karima, quand elle est sortie du château, elle a dit, moi, en fait, je veux pas être chanteuse. Moi, je veux être Nikos. Parce que je savais pas que Nikos, c'était un métier. Voilà, Nikos, c'est un métier. Elle a découvert ce métier et elle s'est dit mais moi c'est ça que je veux faire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'imaginer que Nikos il te donne encore des conseils ou il te fait des retours comme le père spirituel qu'il était à l'époque pour toi? Tu veux un secret? Bah bien sûr. On se débriefe tout de suite après le prime. On se fait des petits vocaux. Vos prestations. On se parle, on se débriefe tout ça. On se débriefe comment tout s'est passé, comment chacun a senti l'autre, machin, etc. On se parle direct. Alors qu'est-ce qu'il te dit, Nikos? Ça reste entre lui et moi. T'en as même pas. Parce que je l'aime trop. Je peux pas te faire écouter les vocaux. Non, les vocaux non. Les vocaux non. Mais un conseil qu'il te donne, tu vois, qui serait précieux pour toi et dont tu te souviens, auquel tu penses souvent. Il me dit tout le temps que je veille sur les autres, ça c'est cool, et que je suis bien ancrée. Ça veut dire quoi dans la télé, ça, bien ancré? Bien ancré, c'est de pas se perdre, quoi. Je sais pourquoi je suis là. Je connais ma mission sur la Star Academy. Tu sais, sur la Starac, ça va me permettre de te raconter quelque chose. Bien sûr. Il y a des gens, des fois, ils me disent on te voit pas assez, t'arrives tard sur le prime. Il s'avère que moi, ma mission, c'est pas d'animer le prime. Ça, c'est Nikos. Moi, ma mission, c'est de gérer la quotidienne toute la semaine, de vous raconter l'histoire qui se passe à Damary-Lélis au château. Et mon autre mission, c'est de ramener les élèves à Damary-Lélis. Donc, j'arrive au moment où il y a l'éliminer. Moi, je connais ma mission. Le MC, le maître de cérémonie, c'est Nikos. J'arrive après, je suis ancrée, je suis dans ma place. Ma place à moi, c'est de les ramener. Tu prends ta place tout de suite, d'ailleurs. C'est quelque chose que tout le monde remarque. Quand t'arrives, t'es là. Alors, c'est gentil. Et je suis très flattée parce que je fais 1m60. Et c'est pas facile par moment. Les talons. Pas tout le temps. Par moment, je suis en basket. Okay. Ça m'arrive d'être à plat, etc. Ça va dépendre du temps qu'il fait dehors. Parce que moi, j'ai quand même les élèves avec moi. On peut glisser, etc. Et comme je les tiens aussi avec moi, je veux pas qu'ils tombent. Je prends hyper soin des élèves jusqu'au bout, surtout. Donc, même sur le fait qu'il n'y ait pas une chute et tout, je fais hyper attention. Et vous regarderez bien, je les tiens. Quand ils sont à mon micro, je les tiens parce qu'ils me regardent pour me répondre. Donc, ils ne voient pas qu'il y a des escaliers ou autre. Enfin bref, ça, c'est un aparté. Mais j'arrive et je prends mon rôle, je prends ma place, etc. Et c'est ça qu'on appelle bien ancré, c'est que je connais ma mission et je sais ce que je dois faire. Puis il est toujours super mignon, il a toujours un petit mot pour moi, on se voit toujours dans les coulisses avant aussi pour... Voilà. Est-ce quelqu'un que tu vois à l'extérieur aussi, Nikos? On essaie, il a un planning super chargé, mais on se parle tout le temps. En tout cas, on est tout le temps en connexion, tout le temps. Je l'aime tellement. Et tu sais, il y a quelques temps, de toute façon, je sais même plus, j'ai plus de notion de temps, moi. Donc, mais vraiment, quand je dis, j'espère que tout le monde ait la chance un jour d'avoir un Nikos dans sa vie, parce que quelqu'un qui te porte aussi, et il a toujours un mot pour moi. Toujours sur le prime, il a un mot pour moi, et ça me touche à chaque fois. T'as pas beaucoup d'animateurs qui font ça pour leur co-animatrice. Il est tout le temps, il me fait des passes D, comme on dit. Par exemple, il va y avoir un lancement, il va me regarder et me dire fais-le. L'enveloppe, c'est pour Karima. Il est pas obligé de faire ça. Mais quand je lui dis, t'es pas obligé de faire ça, parce que moi j'ai l'impression qu'il veut me mettre en avant, parce que en toute modestie,
comme un tonton qui est fier de sa nièce, tu vois, comme un grand frère qui est fier de sa petite sœur. Et des fois, je dis, t'es pas obligé. Et il m'a dit, mais tu le fais bien. Et c'est trop chou. Et ça démontre aussi de la personne qu'il est, et que je me suis pas loupée quand je vous disais quand j'étais petite que je regardais 2 personnes et je disais je veux devenir comme Arthur et Nikos. Je me suis pas trompée, parce que c'est ce que j'ai avec les 2 personnes. J'ai eu la chance de travailler avec Arthur aussi, qui m'a laissé, c'était le record du monde de Mesmer, c'était au Dôme de Paris, il y a 1 an ou 2. Il m'a laissé animer toute seule la seconde partie de soirée, parce qu'il a eu confiance en moi, parce que j'avais bien travaillé. Waouh, quelle chance de te dire que ces gens-là ont confiance en toi. Et bon courage, 1, pour monter ce podcast, et 2, pour bien le suivre, parce que j'ai tellement à raconter que je me perds un petit peu. Alors, tu penses que tu te perds, mais c'est très clair. C'est vrai. Ne t'en fais pas pour ça. On est d'accord, hein? Alors, on va passer à ta partie préférée de ce podcast. Oh mon Dieu, moi-même, c'est ça, faut que je parle de moi. J'ai déjà beaucoup parlé de moi, plus que d'habitude. Karima, on va parler de tes amours. Le moment du podcast qui va faire moins d'1 minute. Voilà, c'est pour ça que tu m'en as parlé 37 minutes. Au final, on a de la marge. Je suis allée dénicher les rares archives où tu en parles. Elles n'étaient pas nombreuses, mais j'en ai trouvé quelques-unes. Et donc, tu vas savourer ce moment. Je vais te faire écouter cet extrait. On est en tristesse absolue. Pas le temps, pas de rencontre. Personne vient. Et puis là, je fais ma maligne, je rigole en plus, voilà, tout va bien, mais en vrai, je suis un peu réservée. Donc du coup, c'est pas moi qui vais... Non, mais je vais pas vers les autres. Intimide, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne va pas vers moi, ça c'est certain. Oh, la tristesse. Alors, cet Comment extrait, ai-je pu oser dire une chose? il date de quelques années maintenant. Mais J'ai déjà fait la Starac, forcément. Ah oui, non, c'était il y a moins de 10 ans. Alors, est-ce que le constat est un peu moins déprimant en 2024, ou est-ce que tu te retrouves finalement pas mal dans cette Karima 2009, je crois, qui parle de ses amours en disant « on vient pas vers moi », quoi. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On m'a dit ça il y a pas très longtemps. On m'a dit, mais toi, on pense directement quand on te voit que t'es forcément en couple. T'es tellement droite, etc. Ah ouais. Donc, c'est très rigolo. Mais je sais pas si t'entends ma voix, elle est pas vraiment très posée. Ouais. Et en fait, je suis pas à l'aise du tout. Donc peut-être que j'étais en train de mentir à ce moment-là. Ah. Parce que j'aime pas parler de ma vie privée. Parce que mais ma vie privée, c'est même pas que mes amours. C'est aussi mes amis. Les seuls que je mets en avant de ma vie privée, c'est mes sœurs. Tous les autres, ils ont pas demandé ça. Que ce soit un chéri, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille. Hormis mes sœurs, qui sont OK avec ça, qui m'ont donné leur consentement, tous les autres, ils sont pas OK avec ça. Même sur mes réseaux sociaux, c'est toujours les mêmes amis que les gens voient. On dirait que j'ai 2 potes. Non, c'est que les autres, ils veulent pas, ils ont des vies peinards, pépères, ils veulent pas de tout ça. Donc peut-être que j'étais en train de protéger les autres. C'est pour ça que je parle très rarement de ma vie privée. Ok, donc on saura rien de ce qu'il en est franchement, de tes amours. J'ai pas envie de vous dire. Non, mais en tout cas, j'ai 41 neveux maintenant. Oui, tu es une sollicitée. J'ai une seule nièce. J'ai pas d'enfant, mais j'ai une nièce et elle me comble. Oui, on voit les photos sur Instagram qui sont trop mignonnes. Bon, en l'occurrence, même si tu préfères garder ce jardin secret pour toi, tu as connu l'amour... Non, mais en fait, je trouve pas ça intéressant. Alors, en fait, je vois pas en quoi le... Ouais, mais tu vois, elle est intéressante ta question. Moi, je trouve pas ça intéressant. Je vois pas ce que ça change d'un point de vue d'autrui sur moi-même, que je sois en couple ou pas. Ça veut dire que je suis mieux parce que je suis une femme mariée avec des enfants qu'une femme célibataire sans enfants. Non, mais tu sais, c'est une question que par moment je me pose. Je me dis, même si j'avouais là tout de suite maintenant que j'avais un petit ami, ça changerait quoi ? Alors, à part pour moi. Oui, déjà, ça changerait pas grand-chose, effectivement, mais c'est pour les gens qui te suivent et qui t'apprécient et qui veulent tout savoir de toi parce que tu es comme une grande sœur ou je ne sais quoi. Souvent, on a ce besoin de savoir, tu vois, ce qui se passe dans leur vie. Est-ce qu'elles ont... Non, mais en plus, je juge pas. Hein, c'est une vraie question que je me pose. Je vois pas où c'est intéressant. C'est comme par moment, tu sais, on me dit, t'as vu un tel sort avec un tel. Super. Tu t'en fiches. Oh, ça me change ma vie. Non, mais... Tant que c'est pas mon conjoint à moi avec qui elle sort, je m'en fiche, entre guillemets. Mais je sais pas trop. Oui, je peux comprendre ce que t'es en train de me dire, de vouloir tout savoir, etc. Oh, ça changerait pas grand-chose. Je suis la même personne en couple ou célibataire. Okay. Je suis même plus cool seule que... C'est souvent le cas. Hein. Est-ce que tu peux en revanche nous dire comment on gère la drague, les rencontres, tout ce monde-là en fait quand on est célèbre, t'es quand même reconnu, j'imagine partout où tu vas. Comment t'as réussi à gérer ça? Ça l'a fait beaucoup rire. Vous ne la voyez pas, mais elle est morte de rire.
là, je vais te demander, toi, dis-moi, comment on fait? T'as pas le manuel, mais je sais pas, c'est peut-être plus compliqué, quoi. Moi, je sais pas draguer. Très clairement, je ne sais pas faire. Il paraît que quand quelqu'un me plaît, je vais fixer son regard. Mais on a un très gros problème, c'est que moi, je fixe toujours mes interlocuteurs parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'aime autrui. Donc, j'aime apprendre à découvrir, donc je regarde les gens. Donc, il faut pas qu'on pense ça. Je n'ai pas la moindre idée, je sais pas. C'est pas plus compliqué? Je sais pas. Pour faire des rencontres, les milieux, tu rencontres des gens, c'est pas la même approche. C'est plus l'âge qui fait que ça peut être complexe. Ah ouais? Parce que moi, je sais que je suis dans une tranche d'âge où les gens se posent, font des enfants, etc. Donc, quand t'es célibataire, c'est plus compliqué de rencontrer quelqu'un de ton âge direct. Ouais. Ça va être plus pour ça que pour le milieu. Après, c'est vrai que le fait d'être casanière ne va pas m'aider à rencontrer de nouvelles personnes, même si j'en rencontre beaucoup. Je sais pas. Je pense que non. Je suis peut-être pas là sur cette question-là. Je suis pas du tout en train de t'aider. C'est pas plus compliqué, en tout cas. Tu penses que ça... Je pense que tout le monde est en galère pour rencontrer l'âme sœur. Parce que on est dans une société qui est différente. Moi, je pense que c'est plus le côté société de consommation qui m'effraie que le côté j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je vis dans un rêve éveillé comme jadis, où j'aime les couples qui se réparent, pas les couples qui se jettent une fois qu'il y a un problème à surmonter. Et je pense, attention, c'est pas obligatoire pour tout le monde, que dans notre société actuellement, si ça fonctionne pas, bah tu vas aller voir ailleurs si ça fonctionne mieux, parce qu'il y a plein d'applis, il y a plein de trucs où tu peux rencontrer des gens. Donc je pense que c'est plus ce côté-là, moi, qui va me freiner, qui va me faire peur, le côté où les gens de notre âge, bah ouais, sont en couple, etc. Tu as 39 ans carrément, 39 ans, ouais. Bientôt 40. Je t'ai dit que je m'assumais totalement maintenant, donc j'ai une tranquillité absolue là-dessus. Mais je pense pas que ça soit une histoire de notoriété. Je pense que c'est plus une notion de société. Voilà ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Quand tu en parles, on a l'impression... La société qui a changé, je pense. Je ressens que c'est assez précieux, sacré pour toi, l'amour. C'est pas quelque chose de futile, on va dire. Quand t'en parles, on a l'impression que tu as idéalisé, toi, ce modèle-là, et que t'as envie de quelque chose qui ressemble à... Je l'idéalise pas parce que moi, je cherche pas le prince charmant qui va venir me sauver. Ah non. Mon prince charmant, c'est moi-même. C'est-à-dire que je me sauve toute seule, je travaille, je suis hyper indépendante. Non, moi, je cherche un partenaire de vie. Je cherche quelqu'un que je soutiendrai dans tous ses projets. Je serai là. Comme je suis là pour mes amis, je serai là pour lui. Mais je cherche également quelqu'un qui sera là pour moi, pour me soutenir, pour être l'épaule les soirs où ça ira pas, où je serai dégueulasse dans mon jogging, dans mon canapé avec mon plaid sur son épaule et qui me soutiendra et qui m'aidera. Tout comme je serai là pour lui. Moi, je cherche pas le sauveur. Je me suis déjà sauvée toute seule. Donc ça sera un bonus. Absolument, je cherche un partenaire de vie. Je cherche pas un mari. Je cherche un partenaire. Les mots sont importants. Ouais. Quelqu'un qui marche à côté de toi, mais qui va pas te pousser. Toi, tu marches très bien. On se pousse ensemble. Non, on se pousse mutuellement. Oui, voilà. On s'entraide. Il y a une autre femme de ta famille qui fait partie de cet univers impitoyable de la télé. C'est ta grande sœur, Edia, qui est donc animatrice, entre autres, sur MTV. Et Champagne FM. Et Champagne FM, exactement. J'aimerais te faire écouter un extrait où tu parles d'Edia. Et j'aime beaucoup cet extrait. Elle s'est mise en retrait pour que moi, je grandisse et que je m'épanouisse le maximum. Elle a fait... Entre guillemets, elle dit qu'elle fait son travail de grande sœur, pas du tout, c'est plus que ça. Elle s'est mise de côté pour que moi, je puisse m'épanouir. Donc, moi, je veux la pousser au maximum. Je veux qu'elle s'amuse, je veux qu'elle s'éclate, je veux qu'elle soit fière, je veux qu'elle soit douée, parce qu'elle est douée. Et c'est pas parce qu'on partage le même nom de famille qu'on n'a pas le droit de partager la même passion et qu'il y a une rivalité quelconque, bien entendu. Alors voilà, on sent vraiment toute la tendresse que t'as pour ta sœur. De toute façon, c'est facile. Dans ma vie, j'ai eu 2 belles déclarations d'amour. La première, c'est celle de mes parents quand ils ont émigré en France et j'ai pu naître ici et vivre et devenir la femme que je suis à l'heure actuelle. Et ma deuxième plus belle déclaration d'amour, ce sont mes sœurs. Alors, Edia, elle est plus médiatique que l'autre, Babou, mais qui se sont toutes les 2 mises de côté pendant très longtemps pour que moi, je puisse m'épanouir. C'est les 2 plus belles déclarations d'amour que j'ai pu avoir dans ma vie. Alors justement, tu dis en parlant d'Edia, qu'elle s'est mise de côté. Qu'est-ce que tu sous-entends par ça? Qu'elle aurait voulu faire des choses qu'elle n'a pas faites? Exact. Elle a eu... tu vois, par exemple, l'année où elle est arrivée sur MTV, tout le monde a commencé à dire
t'as été pistonné par ta sœur, etc. Ça faisait des années qu'on lui proposait des chroniques en télé, des chroniques en radio, etc. Et elle a toujours refusé. Parce que pour elle, c'était moi. C'était mon rêve à moi. C'est un de ses rêves aussi. Hein. Mais c'était mon rêve à moi. Et il fallait me pousser moi. Il fallait m'envoyer moi. C'est ce que je te disais tout à l'heure au début de ton podcast. Qu'est-ce que j'allais devenir à la sortie de la Star Academy? Il fallait me pousser moi. C'était moi. C'était moi. C'était moi. C'était moi. T'imagines comment j'aurais pu prendre la grosse tête? Ouais, c'est vrai. Et non, elle a dit, ça sera Karima. Et un jour, on a discuté et il y a eu cette opportunité d'MTV. Je lui ai dit, mais vas-y, quoi. T'es tellement douée, t'as tellement une culture incroyable en pop culture, etc. Mais tu croyais en elle autant qu'elle croyait en toi. Ouais. Et c'est beau, en fait. C'est juste beau. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup eu de chance, c'est qu'on nous a... Il y a toujours eu des interviews croisées ou des trucs comme ça, mais il n'y a jamais eu de trucs méchants. Ouais. Les gens ont toujours été très bienveillants sur le duo qu'on forme toutes les deux. Mais je pense que c'est tout simplement parce qu'on a un amour professionnel et de sœur filiale sincère. Ouais. C'est que je crois en elle professionnellement comme elle croit en moi professionnellement et que je l'aime parce que c'est ma grande sœur et qu'elle m'aime parce que je suis sa petite sœur. Mais ça l'empêche pas de voler mes fringues et moi de lui voler ses boucles d'oreilles. On est en train de se parler, c'est ses boucles que je porte. Et tout à l'heure, je l'avais en FaceTime, elle me dit c'est mes boucles d'oreilles ça. Tu vois, on garde une relation de petite sœur et de grande sœur. Comme n'importe quelle sœur. Mais c'est vrai que ça peut être... de loin, on peut se dire c'est trop beau pour être vrai, quoi. On le sait. Tu vois. Et puis moi, ça m'a fait penser, alors je pense que tu auras la ref, à Beyoncé et Solange, qui sont... non mais tu vois, c'est vrai, qui sont deux superstars et qui se tirent pas dans les pattes, quoi. Non, et parce qu'elles sont toutes les deux dans deux styles différents. Ça aide aussi quand t'es dans deux styles différents. C'est sûr, mais il n'y a pas de concurrence, toi, avec Edia. Il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit j'ai l'impression que ça va plus marcher pour moi que pour elle, ou tu vois, un truc qui ressemblerait à ça, quoi. Non, pour preuve, elle a son émission sur Champagne FM, petite pub pour ma sœur, 16h, 20h. Et elle l'a eu toute seule, c'est pas moi. Hein. Ouais. J'ai rien à voir là-dedans. Donc non, elle fait un travail magnifique et elle est trop forte, je suis trop fière d'elle. J'espère qu'elle est autant fière de moi, mais je sais que la réponse est oui. Mais... Oui, et puis Babou, du coup, ton autre sœur, elle a fait un post Instagram qui m'a beaucoup touchée alors que c'était une ligne. Hein. Mais elle a écrit « Karima, j'ai hâte de savoir ce que ta vie nous réserve encore ». Et je me suis dit, c'est fou cette phrase de se dire, en fait, tes sœurs te regardent avec des yeux, elles ont hâte de voir ce que tu vas faire encore comme folie. Parce qu'on se donne les moyens, parce que moi j'adore me réinventer. De toute façon, j'ai bien compris que j'étais différente de mes consoeurs. Ouais. J'arrive de la télé-réalité, j'arrive de la chanson, donc je peux autant chanter que faire du journalisme parce que j'ai fait ça pendant des années, que faire un divertissement. Je dis pas que je suis mieux qu'une autre, attention, j'ai pas dit ça du tout. Mais j'ai plusieurs cordes à mon arc et à des moments on se dit, parce que je t'ai dit quand je t'ai dit que j'avais fait la paix avec moi-même, c'est aussi d'avouer en toute modestie ça. D'être fière de tout ce que j'ai fait grâce à mes sœurs parce qu'elles m'ont toujours soutenue et qu'elles m'ont toujours portée et aidée, mais aussi grâce à moi-même parce que je me suis aussi donné les moyens de mon côté. Et c'est dur d'oser être fière de soi parce que dès qu'on est fière de soi, on se la raconte. Non, je suis juste contente de tous les échelons que j'ai gravés parce que la petite gamine qui est sortie en octobre 2004, elle savait pas qu'elle allait faire tout ça. Donc je suis aussi fière de mon parcours. Mais c'est vrai que des moments, j'aime bien me réinventer, que ce soit stylistiquement parlant, que ce soit même dans mes métiers, etc. Je sais pas de quoi demain sera fait. Et si l'opportunité m'est donnée d'avoir un nouveau rêve, je vais me donner les moyens pour essayer d'y accéder. C'est peut-être ça ce que Babou essayait, le vrai prénom de ma sœur. C'est peut-être ça que Babou essayait de dire là-dedans, c'est que je me dis que le seul impossible qui existe, c'est la barrière que je me mets moi. J'essaye et je me confronterai à des noms. C'est pas grave un nom. Ça n'a jamais tué personne de dire non. Est-ce qu'il y a des choses que tu te refuses de faire Maintenant, t'as un peu ce luxe. Hein, J'ai vraiment un humour bancal. Donc normalement, vu mon rire, vous avez compris que je vous dis d'humour bancal. Je me refuse de faire des trucs qui me ressemblent pas. Je reviens quand même sur tes sœurs et notamment Edia. T'as vu, j'ai essayé d'esquiver le sujet de ma famille, mais t'es revenue dessus. Bien, je te serre la main. Parce que c'est important et je me dis qu'en plus c'est tout à leur honneur. Parce que mais du coup tu me demandes de parler d'un truc qui est hyper intime. Mais tes sœurs, elles acceptent d'être sur le dos de la scène, donc c'est pour ça aussi que je t'en parle. Comprendre un peu quel rôle elle a joué, notamment Edia. Je sais pas si c'était de valeur égale avec Babou, mais imaginez quel rôle elles ont joué. Est-ce que c'est un peu coach mental? Est-ce qu'elles te donnent des conseils quand tu doutes? Est-ce que c'est elles qui vont te dire là, je pense que tu devrais pas y aller? À quoi ça ressemble en interne, votre relation entre sœurs dans le travail? Il faut savoir qu'Edia est mon agent. Ok. Donc, je savais pas que c'était encore le cas. C'est toujours le cas. Edia est mon agent. Donc, forcément, quand on va avoir des propositions, etc., on va les étudier ensemble. Ça, c'est sûr.
Avec Babou. Babou, elle est très dans l'événementiel et dans la com, donc elle va regarder de plus ce qui se passe autour. Mais oui, les décisions sont toujours à 3. Et c'est mon choix final à chaque fois. Mais on en discute. Donc elle tempère un peu là où toi, est-ce qu'elle tranche parfois ? Est-ce que c'est arrivé qu'elles aient tranché ? Non, c'est toujours moi qui tranche. Franchement, c'est toujours moi qui tranche. Parce que de toute manière, je ne fais rien, je ne me force en rien, sur rien. C'est pour ça qu'il y a des projets, je vais vous dire, hein, des trucs avec des sommes d'argent assez sympathiques qu'on n'a pas fait. Que tu as refusé ? Ouais, parce que c'était pas moi. Et que c'était pas les valeurs que j'aime véhiculer, donc non. Et ça, c'est hyper cool parce que ça va très vite. Quand ces propositions, elles arrivent, tu le sens, tu fais Oui, et là, elle fait OK, je m'en occupe. Parce que c'est à elle aussi derrière d'appeler et de dire bah non, on le fera pas. Donc. Et est-ce que ça crée des tensions entre vous, justement, de travail ? Je sais pas si j'aurais pu travailler avec ma sœur. Est-ce que non, des moments, c'est dur. Ouais, attends, des moments, voilà, c'est dur. faut dire la vérité. Oui, il y a des moments, c'est compliqué. Parce qu'il y a des moments de tension, il y a des moments de stress. Mais c'est pas si dur que ça parce que Edia par exemple sa casquette tu vois par exemple des moments ce qui m'énerve c'est qu'il y a des gens qui me disent ouais j'ai vu ça avec ta sœur. Non, t'as vu ça avec mon agent parce que si t'as pas appelé ma sœur après 20h c'est que t'as pas parlé à ma sœur. En revanche si tu l'as appelé entre 9h et 19h t'as parlé à mon agent parce que c'est deux personnes totalement différentes. On se parle de la même façon parce qu'on est sœurs mais le rôle entre 9h et 19h n'est pas le même quand celui entre 20h et minuit de celle qui va être avec sa petite sœur, etc. C'est vraiment quand je te disais tout à l'heure que je protégeais ma santé mentale, c'est aussi dans le travail. Il faut savoir breaker. Passer une certaine heure, c'est tout, c'est fini, on parle pas du travail. Donc les petits moments qu'on peut avoir, qui ne sont pas des vraies tensions, c'est quand à 21h, elle va me dire oui, il faut faire ci. Non, moi à 21h, je bosse pas. Parce que j'essaie de prendre soin de moi. Et que, en fait, je prends soin d'elle aussi. Et en fait, elle prend extrêmement soin de moi. Donc, ça arrive très rarement. Ça participe à l'entente globale. C'est toi qui lui avais proposé à l'époque d'être ta manager ? Je sais même plus comment ça s'est fait naturellement. Mais c'est aussi moi, quand j'étais petite, j'avais une énorme méfiance, j'avais peur du monde dans lequel j'allais entrer, et donc elle m'accompagnait partout. J'allais sur les promos, sur les événements, les soirées, etc. Oh, j'avais 19 ans, remettons les choses dans leur contexte. J'arrivais de Reims, même si j'avais fait 1 an d'études à Paris. Voilà, j'étais pas. Puis mes parents, la pression de mes parents, laissez pas la petite toute seule dans les soirées soirées parisiennes, tu vois. Et en fait, elle a commencé à m'encadrer, et puis là, il a commencé à avoir les premières propositions de concerts à l'époque parce que je sentais encore, j'étais pas encore sur W9, j'étais une sortante de Starac, donc on faisait encore plein de concerts, etc. Donc il fallait dealer ces trucs-là, hein, parce que moi je savais pas que c'était un vrai métier. Donc heureusement mes 2 sœurs étaient à mes côtés pour dealer tout ça, pour gérer tout ça, et puis gérer, c'est très bête, hein, mais les trains, les avions, les déplacements, etc., l'organisation. Et au fur et à mesure, voilà, ça s'est mis et elle est devenue manager, quoi. Ça s'est fait naturellement. Ouais, et puis je pense que je pourrais pas supporter que ça soit quelqu'un d'autre. C'est ça qui est le plus compliqué pour elle. Je pense que le plus compliqué, ce serait pas moi de me séparer d'elle, c'est elle de se séparer de moi. Et ouais, Dia. Si tu nous écoutes. Toi-même, tu sais. Karima, à la fin de ton année, on sait à quoi va ressembler, même jusqu'à fin janvier. Tu es donc sur la quotidienne de la Starac et l'after. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver l'année prochaine ? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux dire ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire ? Est-ce qu'on voit un peu plus loin ? Où est-ce qu'on te verra en 2025 ? Si tu connais la réponse. En janvier, vous savez où je serai. Entre Damary et Lélie, c'est le studio 217. On va couronner un gagnant ou une gagnante encore qui prendra la relève après Pierre Garnier, notre petit... Difficile de passer après Pierre. Qui est devenu un grand. Non, pas difficile. Chacun son histoire. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai autant de fierté pour les nouveaux que pour les anciens. Mon cœur est ouvert. Et puis il y aura peut-être aussi une prochaine saison. Donc tu t'éclates toujours autant sur cette. Bah ouais, parce que en fait moi je suis dépendante des élèves. Ouais. Donc je découvre des personnalités à chaque fois. C'est nouveau à chaque fois. En fait. C'est nouveau à chaque fois. Et c'est de l'impro à chaque fois parce que tu sais pas comment ils vont réagir. Même dans le bus, tu sais pas comment ils vont réagir. Ouais. Donc c'est passionnant, c'est palpitant, c'est émouvant, c'est touchant. J'ai développé mon empathie avec cette émission. Je pensais que je pouvais pas aller plus haut. Et en fait, c'est tous les jours, j'apprends des nouvelles choses grâce à eux. Et tu sais, des fois, on me dit oui, mais c'est trop le côté famille du côté de la Starac, mais je peux que être
reconnaissante parce que si je fais bien mon travail, si on estime que je fais bien mon travail, c'est aussi grâce à eux parce qu'ils me donnent en retour aussi. Et c'est grâce à ce qu'ils me donnent que moi, j'ai la matière suffisante aussi pour présenter aux téléspectateurs. Donc, c'est trop cool. Et sur l'année 2025, on va continuer les projets en cours. On va discuter. Il y a un projet qui n'a rien à voir avec la télé aussi. Et puis j'ai hâte de te recroiser pour en parler. Mais comme je suis un petit peu superstitieuse, on s'en reparle quand ça sera prévu. Je comprends. Là, c'est même pas genre je veux cacher, genre créer la surprise. Ouais. Non, je suis superstitieuse. Ouais, je comprends. Je suis pareil. N'en parle pas. Karima, on va finir ce podcast passionnant. Oh, c'est vrai. Par cette dernière question que je pose à chaque fois. Si tu avais un conseil à donner à une jeune férue de télé qui rêve de prendre la place de Nikos en regardant sa télé aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est possible. Donne-toi les moyens. Travaille, développe ta culture. C'est hyper important. Je te dis pas d'être la personne la plus cultivée de ton entourage, la plus intelligente, mais quand je dis développe ta culture, c'est plutôt développe ta curiosité. Sois curieux de tout. Même le truc que t'aimes pas. Sois curieux. Sois curieux. Et tout ira bien. Aie confiance en toi. Tout va bien se passer. Même dans les moments les plus durs, n'oublie jamais que tu as de l'air dans tes poumons, un toit au-dessus de ta tête. Donc tout va bien se passer. Et que même si ce métier a une image compliquée, complexe par moment, j'aurai peut-être la chance de te croiser. Et dans ce cas-là, viens me voir en me disant j'ai écouté ton podcast et on parlera. Merci Karima Charny. Merci beaucoup. Merci. Si tu as aimé cet épisode du podcast Les Déclics, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te dis rendez-vous au prochain épisode. Salut!